Je vais vous passer un documentaire qui fait 52 minutes, où j'interroge et je dresse le portrait d'un tueur en série, qui est probablement un des entretiens les plus intéressants que j'ai jamais eu, avec Donald Harvey, un ange de la mort, qui a tué plus de 70 personnes. Cet entretien a été diffusé dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il fait presque 3 heures, une seule fois sur la chaîne Planète Justice en octobre dernier, et il figure aussi sur les bonus d'un coffret de 6 DVD qui s'appelle Dans la tête d'un tueur en série chez Pacfilm. Il y a entre autres les interviews dans leur intégralité depuis la première jusqu'à la dernière minute, avec 3 tueurs en série et une tueuse en série. Donc je vais vous laisser regarder cet entretien et le portrait de Donald Harvey. Puis j'ose pas vous dire bonne projection, mais j'espère que après le documentaire, vous aurez beaucoup de questions à me poser par rapport à ce cas et aux tueurs en série en général, en France ou ailleurs. Donc bonne projection et à tout à l'heure. Juste avant que vous me posiez des questions, j'espère que vous aurez des questions à me poser, je voulais revenir sur les 17 crimes supplémentaires que m'avoue Donald Harvey. Hors caméra, il accepte de m'écrire sur un papier les noms, les jours, les heures où il a tué ses 17 victimes. Et donc, bien évidemment, j'en ai immédiatement notifié les autorités qui ont décidé, ils m'ont contacté il y a 1 an et demi, pour me dire qu'ils avaient décidé de ne pas poursuivre Donald Harvey pour ces crimes supplémentaires, où théoriquement il aurait été passible rétroactivement de la peine de mort, puisque soi-disant le deal, le plaidé coupable, c'était qu'il avait avoué l'ensemble de ses crimes. Pourquoi ils décident de ne pas le poursuivre? Tout simplement parce que je crois 13 de ces, ou 14 de ces 17 victimes avaient été incinérées à l'époque, et de rouvrir l'enquête, de mener toutes les investigations, de faire de nouveaux procès, aurait coûté des millions de dollars pour un résultat aléatoire, à savoir peut-être une condamnation à la peine de mort de Donald Harvey, alors que de toute façon, il est passible d'une réclusion à perpétuité. En fait, il a une libération conditionnelle qui est possible à l'âge théorique de 99 ans. Donc, on est assuré qu'il restera toute son existence derrière les barreaux. Par contre, ce que les autorités ont fait, justement à ma demande, c'est de notifier toutes les familles et les proches de ces 17 victimes que le décès de leurs proches avait été dû à l'assassinat de Donald Harvey. Autre chose aussi, peut-être où vous vous posez la question, c'est de savoir comment il a pu tuer comme ça pendant plus de 20 ans, sans se faire prendre, sans éveiller les soupçons. Eh bien, hélas, un certain nombre des hôpitaux où il travaillait savaient parfaitement qu'il y avait un taux anormal de décès pendant les heures de service de Donald Harvey, et ils ont décidé de ne pas alerter les autorités de manière tout à fait délibérée de leur part. Pourquoi? Parce que c'était des hôpitaux privés et ils ne voulaient pas que paraissent dans la presse les informations que travaillait au sein de leur établissement un infirmier serial killer. Donc ils ont dit à Donald Harvey, écoute, on pense que tu es responsable d'un certain nombre de ces décès, on n'alerte pas les autorités, tu démissionnes, on te fait une lettre de recommandation et des diplômes que vous avez pu voir, et on évacue le problème sur l'établissement voisin.
ce qui a été, vous vous doutez, tout à fait cynique et abominable de leur part. D'ailleurs, 3 de ces hôpitaux privés ont par la suite été condamnés au civil des années après par les familles des victimes. Oui, son rêve, c'était de devenir médecin et tout, donc là, ça fait partie, encore une fois, de sa frustration et de sa haine vis-à-vis de la société, parce qu'il faut bien comprendre que ce genre d'individus sont des frustrés, ont des désirs de toute puissance, comme il le dit à un moment au début de l'entretien. Lorsque je tuais, j'avais vraiment l'impression d'être pour la première fois en contrôle de ma propre existence. Et là, c'est vraiment un mot-clé que l'on retrouve chez la plupart des tueurs en série. C'est ce désir de toute puissance, ce contrôle sur la victime, et ce n'est pas toujours des pulsions sexuelles qui les animent, comme on a l'impression en voyant tous les films, les séries télé ou les romans autour du thème des tueurs en série. De sa propre mort, oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui le pousse, d'ailleurs, avec son avocat, à se plaider coupable. Hein. Oui. Ça montre encore une fois la lâcheté de ce type d'individu. Oui, mais il n'avait pas peur de donner la mort aux autres. Mais... non, parce que quand il donnait la mort aux autres, il était le maître de la situation, il devenait l'égal de Dieu. Par contre, c'est vrai que la seule fois, m'a dit son avocat, William Wallen, où il a vu Harvey totalement décomposé, s'effondrer en larmes, c'est lorsqu'il lui avoue tous les crimes qu'il a commis. L'avocat le dit à un moment quand il se balade dans la rue avec son Stetson, il ne se souvient plus du tout de cette conversation. C'est ce moment-là où Harvey lui avoue qu'il n'a pas tué une victime, ce dont il est suspecté à ce moment-là, en 87, mais qu'il en a tué beaucoup d'autres. Il a tué aussi bien des personnes âgées que des jeunes hommes. Il a tué des personnes qu'il connaissait, il a tué deux de ses compagnons. Il a tué des voisins qui l'enquiquinaient aussi, il leur a offert des puddings empoisonnés. Donc il a tué aussi hors de l'hôpital, hein. Pas uniquement dans l'hôpital, mais l'essentiel de toutes ces victimes, je dirais 90% d'entre elles sont des patients des différents hôpitaux où il se trouvait. La seule période où il ne tue pas, c'est entre la moitié de l'année 1971 et 1974, parce qu'il est infirmier dans l'armée américaine, et à ce moment-là, il me l'explique, ça ne figure pas là dans le montage, c'est que tout simplement, il n'avait pas l'opportunité de tuer pendant ses années de service, parce qu'il travaillait de manière trop proche avec d'autres collègues qui auraient pu voir ce qu'il faisait. Donc il est tout à fait capable de gérer ses pulsions. Il me dit également que le matin en se levant, il savait qu'il allait tuer avant la fin de la journée, mais il ne savait pas forcément qui. Bon, il y a un moment où il parle, vous savez, de ces bougies, de la lueur des bougies et autres, mais ces pulsions, cette sélection occulte des victimes, je crois que ça n'intervient que pour à peu près 12 victimes sur les 87. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas mis en place de manière systématique pour commettre et sélectionner ces victimes. Oui, il a tué des femmes aussi. Si on voit quelques petites photos à un moment des victimes, il y a aussi bien des femmes que des hommes, que des jeunes hommes, etc. Et ce n'est absolument pas, il le dit très clairement dans ses aveux, pour des raisons d'euthanasie qu'il décide de tuer ses victimes. Il y avait effectivement des victimes gravataires parce qu'il savait que les crimes ne seraient absolument pas détectés, qu'on ne chercherait pas à mener d'enquête, mais il tue aussi des gens qui ont un bras cassé, ou une jambe cassée, donc c'est pas uniquement des personnes en fin de vie. Non,
Non, non, la psychopathie est un trouble du comportement. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'affect ou pas de sentiment pour un autre être humain. Mais souvent, les psychopathes sont soignés par des psychiatres. Ah, certains peuvent être suivis par des psychiatres ou des psychologues, mais ce n'est absolument pas une maladie mentale. C'est un trouble du comportement. Oui, mais il a été examiné par 10 experts psychiatres et psychologues. Tous ont déclaré à 100% qu'il était responsable de ces actes. Il n'a aucun antécédent psychiatrique avéré. La psychopathie, on estime que dans toute population humaine, que ce soit en France, au Japon, aux États-Unis, il y a à peu près entre 2 et 3% de toute population qui présente des degrés de psychopathie. Mais ça peut être aussi la psychopathie en col blanc. Ça peut être un chef d'atelier dans une usine qui martyrise les ouvriers qui travaillent sous ses ordres, qui les humilie, un cadre dans une grande entreprise qui va aussi mettre au placard des gens qui ne lui plaisent pas, de manière aléatoire, de les insulter. « 95% d'entre eux proviennent de familles où il y a eu des dysfonctionnements graves. Pas obligatoirement viol, ça peut être de la maltraitance, de l'abus psychologique, sexuel, physique, des abandons parentaux, généralement c'est l'absence de figure paternelle, les problèmes d'alcoolisme et de drogue au sein de la cellule familiale. Mais inversement, vous avez des milliers d'enfants maltraités qui ne choisissent pas de devenir tueurs en série, hein, fort heureusement. Mais, par exemple, souvenez-vous, en France, la DAS avait autrefois l'habitude de donner 2 prénoms aux orphelins. Et si vous regardez l'ensemble des tueurs en série français depuis 1 ou 2 siècles, vous vous rendez compte que vous avez des Guy Georges, des Émile Louis, des José Pierre qui ne sont pas leur vrai nom. Guy Georges aurait dû s'appeler Guy Rampillon. C'était des enfants de la DAS. Il y a à peu près entre 35 et 40% des tueurs en série français qui sont des enfants de la DAS. Mais évidemment, les enfants de la DAS ne deviennent pas des tueurs en série. Hein. Donc ce n'est pas une excuse, c'est simplement qu'on retrouve cette maltraitance, ces dysfonctionnements familiaux chez à peu près 95% des tueurs en série à travers le monde. 99% des tueurs en série qui sont reconnus responsables de leurs actes. Il y a moins de 1% qui sont déclarés, on aurait dit autrefois fous, maintenant on dit psychotiques, ou déclarés irresponsables. Donc, selon la... Oui, oui. Alors, est-ce qu'ils les entendaient réellement, ou il ne faut pas oublier que vous avez affaire à des manipulateurs et à des menteurs. Ça, je ne peux pas répondre. En tout cas, chez lui, j'ai vu avec Fletcher, William Fletcher, l'agent du FBI, m'a montré les robes et tout, l'appareillage occulte que revêtait Donald Harvey, les crânes qu'il avait. Et à l'époque aussi, ce que ne dit pas Harvey, parce qu'il a refusé de répondre là-dessus, il accepte de parler des meurtres. Mais par exemple, lorsqu'il a travaillé un moment en tant qu'employé dans une morgue, il volait des cadavres et il revendait les cadavres à des groupes occultes pour des cérémonies occultes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, curieusement, il n'accepte pas de parler sur cet aspect des choses, alors que c'est quand même moins grave que tous les meurtres qu'il a connus. Non, il était homosexuel. Hein. Donc il a vécu 2 fois maritalement, notamment un certain nombre de temps, un certain intervalle de temps. Il a vécu pas mal d'années avec son oncle qui avait abusé de lui. Donc je crois qu'ils ont vécu un peu plus de 10 ans ensemble. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui présente une façade de normalité absolue, donc qui est indétectable en apparence. C'est quelqu'un qui peut
garder vos enfants le soir, et puis quand vous rentrez, partir 2 heures plus tard pour aller traquer, tuer, violer des victimes. Parce qu'il aime l'être humain, apparemment. Comment? Il aime quand même l'être humain. Parce qu'il est attaché à la vie, il a des amis, mais... Il a quand même une drôle de notion du bien et du mal quand vous entendez à la fin. Le mal, c'est quand il tue, le bien, c'est quand il tue pas. C'est absolument hallucinant comme définition du bien et du mal. Ça vous montre à quel point l'individu est toujours dangereux. Hein. Il le dit d'ailleurs ouvertement. Je pourrais vous tuer, ça ne me ferait rien, je ne vous connais que depuis 3 heures, alors que mon avocat, je le connais depuis 19 ans. Quoi. Je pense qu'il est tout à fait resté aussi dangereux, et vous avez vu, il n'a pas le moindre remords vis-à-vis de ses victimes. Hein. La psychopathie, c'est que vous n'avez pas d'empathie, pas de sentiment pour un autre être humain. Vous êtes quelqu'un de froid, qui ne se préoccupe que de vous-même. Donc à partir de là, vous n'êtes pas fou ni irresponsable. Oui. Non, mais je veux dire, il est jugé totalement responsable de ses actes. Il n'est absolument pas fou. Il est cohérent. Quand il tue, il sait différencier le bien du mal. C'est ça qui fait la différence entre le fait d'être jugé responsable ou irresponsable de ses actes. J'ai rencontré des tueurs en série qui, au moment où ils allaient tuer, pensaient que s'ils ne tuaient pas une personne qu'ils croisaient dans la rue, il allait y avoir un tremblement de terre qui allait détruire la planète. À partir de là, vous êtes confronté à quelqu'un d'irresponsable. Richard Chase, lui, avait été hospitalisé une centaine de fois dans des hôpitaux psychiatriques. Il pensait que tous ses voisins et sa famille l'empoisonnaient. Il entendait des voix au téléphone qui se prétendaient être des nazis qui allaient le persécuter et le tuer. Il a commencé à s'injecter du sang de lapin dans les veines. Hein. Il dormait la nuit avec des oranges autour de la tête pour empêcher que ses organes internes bougent à l'intérieur de son corps. Donc il allait constamment dans des services d'urgence pour dire mes organes internes bougent constamment. Donc il dormait avec les oranges autour de la tête. Puis après, il s'était attaqué à des victimes humaines, à des femmes, des enfants, des bébés. Il prélevait les viscères et le sang avec des pots de yaourt qu'il mélangeait ensuite dans un mixeur avec du Coca-Cola. Et il se nourrissait comme ça. Bon, évidemment, sa série criminelle n'a pas duré aussi longtemps qu'un Donald Harvey ou que d'autres tueurs en série, parce qu'il est totalement irresponsable de ses actes, donc il a laissé pas mal d'indices. Il a été arrêté relativement rapidement. Oui. Et en plus, à un moment, ça vous voyez, c'est vous montrer à quel point le psychopathe est capable de manipuler. Il s'est volontairement engagé dans une relation amoureuse et sentimentale avec un employé de pompe funèbre. Parce que, m'explique-t-il, il voulait savoir quels étaient les symptômes qu'on pouvait détecter sur les corps qui attiraient l'attention éventuellement des médecins légistes. Donc cet amant employé de pompe funèbre lui a montré dans l'établissement tous les différents corps, comment les yeux étaient lors après d'une asphyxie, d'une strangulation, etc. Donc il s'est renseigné de la même façon que vous le voyez dans le documentaire avec le livre que nous montre l'avocat, le manuel d'autopsie de l'armée américaine que compulsait Donald Harvey.